L'Institut de recherche sur l'énergie et l'environnement réalise la surveillance environnementale au Qatar. Est-ce que vous avez pu relever ici au Qatar des conséquences remarquables de la baisse des activités suite aux mesures qui ont été adoptées pour faire face à la pandémie du coronavirus? À Kerry, on suit des indicateurs de qualité de l'air au Qatar depuis des années. Et bon, c'est encore un peu tôt pour dire qu'il y a eu une baisse considérable des émissions ou une augmentation considérable de la qualité de l'air parce que bon, ça fait vraiment 15 jours que le Qatar a mis les mesures de confinement et de télétravail. Mais les premières datas nous amènent à penser que oui, qu'il y a une amélioration de l'air qui se fait d'un côté par la baisse des fréquences des transports. Donc les transports, c'est les voitures, le nombre de voitures dans les rues a diminué beaucoup. Les travaux sont aussi moins importants. Donc, il y a une certaine fréquence des travaux qui a diminué aussi. Donc, les premières datas, pour répondre à votre question, oui, nous amènent à penser qu'il y a une diminution des contaminations, une augmentation de la qualité de l'air. Et donc, ça va s'améliorer encore compte tenu du temps de confinement? Ça peut s'améliorer un peu. Il faut faire une différence par rapport à ce qui s'est passé en Chine et ce qui s'est passé en Italie. Ce sont deux pays ou deux régions fortement industrialisées. Donc, l'impact sur ces deux régions est beaucoup plus importante que l'impact sur les Qatar parce que la source des émissions, c'est complètement différente. Donc, on s'attend encore à une amélioration, mais pas aussi remarquable que ce qu'on a pu voir en Chine et en Nord-Italie. Donc c'est davantage lié à la circulation automobile qui est plus faible. Oui, tout à fait. Et est-ce que au niveau de votre institut, vous avez mis en place des programmes spécifiques sur le coronavirus? C'est une question, on le sait, qui est récurrente dans l'actualité. On pense notamment au lien entre l'environnement, on pense au climat, à l'eau notamment, à cet environnement qui peut être favorable ou non au coronavirus. Donc, on n'a pas mis spécifiquement des programmes pour les coronavirus parce que nous, on n'est pas un institut qui regarde la science des vivants, on regarde pas la biologie. Mais par contre, on est des experts en water, en l'air et aussi en énergie. Donc, on regarde des côtés. Ça veut dire, par rapport à ce que ça a été fait, ça a été publié des articles scientifiques de nos collègues ailleurs sur comment fait ces virus, comment ils préfèrent se transporter, s'il est airborne, ça veut dire si on peut le respirer juste parce que quelqu'un a passé, il était contaminé. Donc, on a commencé à regarder comment ça pouvait impacter dans notre différents domaines d'expertise. Donc, par exemple, sur l'eau, on a pu mettre en évidence qu'il n'y a vraiment pas de risque de contamination dans l'eau. Il n'y a pas de risque de contamination dans les processus de désalinisation et dans les pays ici au Qatar et nulle part dans le monde. Dans l'eau, tout à fait. Dans l'eau mise en bouteille, il n'y a pas risque de contamination dans l'eau. Par contre, le virus, il a l'air de survivre quelques jours dans le plastique. Donc, il faut bien nettoyer les bouteilles par l'extérieur, mais pas de problèmes a priori qu'on peut détecter dans l'eau. Du côté d'énergie, donc on est en train de faire un lien avec cette situation. D'un côté, par la réduction de consommation de l'énergie, comment ça affecte le système électrique de production d'électricité et comment ça impacte aussi l'augmentation du temps passé dans les maisons. Donc de l'air conditioning, etc. Mais aussi, on a une bonne expertise sur la ressource solaire. Donc, on a une bonne base de données, les températures et la saisonnalité de l'augmentation des températures, l'augmentation de l'humidité en été, comment la poussière qui se dépose dans les panneaux solaires, ça peut être un vecteur ou pas de transmission du virus. Donc, là, maintenant, on est en train de travailler sur la ressource solaire pour évaluer la viabilité du virus. Ça veut dire, en été, avec l'augmentation des températures et surtout, encore plus importante, avec l'augmentation de la radiation UV, est-ce qu'il va y avoir une diminution des ratios des personnes qui sont contagiées ou pas? Est-ce que l'humidité, parce qu'il ne faut pas oublier que le virus, il est transporté dans des gouttes d'eau, est-ce que l'augmentation de l'humidité, ça va être un facteur qui va empirer les cas? Donc, on est en train d'évaluer tout ça et bientôt, on va communiquer ça, les résultats de notre étude au grand public. Donc, aujourd'hui, tout nous mène à penser qu'à partir de la mi-mai, si on regarde des data historiques avec d'autres virus similaires, à partir de la mi-mai, et si
on suit un pattern de température similaire aux années dernières, le virus il pourra pas survivre à l'extérieur. C'est une bonne nouvelle. On ne peut pas dire si c'est 26, 27, 30 degrés parce qu'il n'y a pas encore un retour d'expérience, mais on se base juste sur les évolutions et les courbes de croissance ou décroissance des autres virus similaires qu'on connaît. On est en train de voir que c'est plutôt la radiation ultraviolette qui peut jouer, qui est plus importante en été et qui peut jouer un rôle important pour mitiguer cette situation. Ça va nous donner quelques mois de répit jusqu'à l'automne au moins. Ben, on espère. Voilà. En tout cas, ce sont des recherches très importantes et je vous remercie beaucoup d'avoir communiqué ces informations avec nous. Bon courage, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup et bon courage à vous tous et restez à la maison.